matinale info se poursuit jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve. À 8h, le journal est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Toute l'actualité du jour. Est-ce la fin du cauchemar pour Carlos Ghosn? Le tribunal de Tokyo a changé d'avis en acceptant sa remise en liberté sous caution. L'ancien patron de Renault pourrait sortir dès aujourd'hui, mais le procureur a déjà fait appel. Emmanuel Macron, en chef de campagne, s'adresse à l'Europe tout entière ce matin, à 2 mois et demi des élections. Tribune publiée dans 28 pays pour une renaissance européenne. L'analyse et les informations de Michael Darmon dans un instant. À suivre aussi, le pape Pie XII a-t-il laissé les Juifs se faire déporter sans rien dire? Les archives secrètes de son pontificat seront bientôt dévoilées. 100 millions de tonnes de plastique dans la nature chaque année, rapport édifiant de WWF à suivre. Et puis, la porte entrouverte à l'usage du cannabis thérapeutique en France. Il sera expérimenté sur des patients atteints de Parkinson. À 8h12, l'édito international avec Vincent Hervouette, le retour de Juan Guaido au Venezuela. Et puis 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Europe 1. Sa famille se réjouit déjà. La fin d'une détention cruelle et brutale, disent ses proches, après plus de 100 jours derrière les barreaux japonais. Par 2 fois, le tribunal de Tokyo avait refusé la remise en liberté de Carlos Ghosn. Cette fois, il a changé d'avis. L'ancien patron de Renault pourrait sortir dans les heures qui viennent. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. Mais attention, c'est loin d'être fait. Ouh là, oui, parce que dans ce dossier totalement fou, rien n'est jamais sûr. Les espoirs de la famille de Carlos Ghosn pourraient en effet être très vite douchés. Pourquoi ? Eh bien parce que le procureur de Tokyo vient, il y a là seulement quelques minutes, de faire appel de cette autorisation de libération. Carlos Ghosn n'est donc plus sûr de sortir. On devrait être fixé dans les heures qui viennent. L'annonce d'une possible libération dans la journée était elle-même une surprise. Tout le monde s'attendait plutôt au maintien en détention de Carlos Ghosn. Il faut y voir en tout cas une première petite victoire de ses nouveaux avocats. Il faut dire qu'il vient de s'adjoindre les services de l'un des plus grands noms de la place. Son surnom, l'innocenteur. Mais on n'en est pas encore là. Même s'il devait sortir, Carlos Ghosn devrait payer une caution de 8 millions d'euros. Et puis surtout, il serait loin d'être libre totalement de ses mouvements. Obligation de résider au Japon, interdiction de quitter le pays même pour un très bref séjour et dispositions pour éviter sa fuite et la destruction de preuves. Le tout en attendant bien sûr un procès à l'issue, une fois de plus, très incertaine. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Merci. Et cette annonce intervient au moment où justement toute l'industrie est réunie à Genève pour le prestigieux salon de l'auto qui ouvre après-demain et où, vous allez l'entendre, on est déjà passé à l'après Carlos Ghosn. Jean-Sébastien Soldaini sur place. Dans les travées, le stand Renault fait partie des rares à être entièrement caché derrière de grands draps noirs. Entretenir le mystère avant l'intervention de Thierry Bolloré, le successeur de Carlos Ghosn qui, selon le spécialiste italien Alberto Sabatini, aura fort à faire pour maintenir le groupe au premier rang mondial. La grande force de Ghosn a été de savoir maintenir l'alliance de Renault et Nissan. Il faudra un caractère très fort pour faire travailler ces deux marques ensemble à l'avenir. Il est là le grand défi de Renault. Sans ça, ils n'iront pas bien loin. Tout dépendra des Japonais, dit-il, de leur volonté de rester dans l'alliance. Pas des choix amorcés par Carlos Ghosn sur l'électrique notamment. Flavien Neuvy de l'Observatoire CTLM. C'est vrai que l'alliance Renault-Nissan avait un coup d'avance en matière de voitures 100% électriques grâce à l'impulsion de Carlos Ghosn avec notamment la sortie de la Zoé. Mais aujourd'hui, ce qui conditionne le futur de la voiture électrique, c'est de savoir si les automobilistes auront envie d'acheter ces voitures. Mais rares sont les observateurs français qui souhaitent commenter les déboires de Carlos Ghosn et l'avenir de Renault. Pour la plupart d'entre eux, c'est déjà du passé. Avec le très chic salon suisse, le business reprend vite le dessus. Genève, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Et toujours dans l'automobile, cette fois le sort de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde est scellé. Le groupe annonce que l'administration a donné son feu vert au plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux 850 salariés. 3 à 400 pourraient être éligibles à la pré-retraite, 4 à 500 licenciés. D'autres seraient reclassés. Europe 1, il est 8h03. L'autre grand titre ce matin, Sébastien, c'est cette tribune publiée par Emmanuel Macron dans 28 quotidiens européens. Président de la République ou directeur de campagne, le chef de l'État lance le débat à 2 mois et demi des élections européennes. Un texte publié dans toutes les langues, dans les journaux de l'Union, avec une liste de propositions: réforme de l'espace Schengen, salaire minimum européen ou encore banque du climat pour financer la transition écologique. Bonjour Michael Darmon. Bonjour. Emmanuel Macron prône une renaissance européenne. C'est le titre
de sa tribune ce mot Renaissance. Vous avez des informations, il veut en faire un slogan. Ah, on va beaucoup l'entendre, ce mot Renaissance, parce que je peux vous dire que ça va effectivement être l'étendard de la campagne des marcheurs. Dans la semaine, peut-être dès demain, une plateforme européenne va être lancée par La République En Marche. Elle aura pour nom Renaissance. Et cette idée sera au cœur de toutes les options, les choix, des slogans qui vont se décliner sur tous les modes d'expression et d'information. Alors depuis des mois, on explique à l'Élysée que la campagne sera pilotée par Emmanuel Macron, étant donné son engagement européen. C'est désormais concret. C'est lui seul qui a choisi ce nom pour cette tribune inédite publiée dans tous les pays européens. Autre conséquence immédiate de cette initiative, pour les proches du président, eh bien, le choix d'une ou de plusieurs personnalités pour diriger la liste apparaissent en fait maintenant moins déterminants. Ça peut quand même paraître un peu paradoxal, Mickaël, c'est la France qui donne des leçons à l'Europe alors qu'on est loin d'être le meilleur élève économiquement au moins. Il pose l'équation, le président de la République, face au rejet sans projet qui amène au Brexit. Eh bien, il y a le choix de la lucidité. Donc l'Europe devra mieux protéger la démocratie, répondre aux enjeux sociaux et écologiques à travers une série de propositions concrètes. Il s'engage également contre le nationalisme qui exploite les colères, mais sans solution. Cette campagne est cruciale, dit-on, au moment où les égoïsmes nationaux menacent et avec un empire chinois qui déroule son rouleau compresseur. Emmanuel Macron avait échoué à lancer un grand débat européen avec son idée de consultation à l'échelle du continent. Cette fois, il décide de dramatiser. D'où cette idée de renaissance dictée par l'urgence. Dans l'histoire, c'est la période qui vient après le Moyen-Âge. Et renaissance, ça sonne mieux que résurrection. Merci Mickaël Darmon, éditorialiste politique d'Europe 1. Campagne lancée. Donc écoutez ce qu'en dit au Rassemblement national le député européen Nicolas Bay. Finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Emmanuel Macron défend son idée de fédéralisme européen qu'il appelle souveraineté européenne, qui se substitue à la souveraineté nationale. Ça vise finalement à aller encore plus loin que l'Union européenne actuelle dans l'intégration et donc encore plus loin dans les échecs. C'est exactement l'opposé de ce que nous défendons au Rassemblement national. Et Macron défend en réalité un modèle d'Union européenne, un modèle d'institution européenne qui est totalement daté et qui aujourd'hui est rejeté par les peuples. Propos recueillis par Justin Morin pour Europe 1. Dans l'actualité également, la nuit a été à nouveau très tendue à Grenoble. Des pompiers qui intervenaient pour éteindre un incendie ont été visés par des cocktails Molotov. Selon le Dauphiné libéré, des parpaings étaient jetés depuis le haut des immeubles. 3e soirée d'émeute dans le quartier Mistral après la mort de 2 jeunes à scooter poursuivis par la police samedi soir. Nous allons maintenant au Vatican. Les secrets de l'une des périodes les plus troubles seront bientôt mis au jour. Les archives secrètes du pape Pie XII vont être ouvertes. Pie XII, qui a régné entre 1939 et 1958, a longtemps été accusé d'avoir fermé les yeux sur la Shoah, quand d'autres affirment qu'il a au contraire protégé les Juifs. La vérité va pouvoir éclater. Elle est probablement entre les deux, selon l'historien des religions Jean-François Colosimo. On voit 2 thèses qui s'affrontent. Bon, une qui n'est pas vraiment très sérieuse, qui ferait de lui le meilleur allié d'Adolf Hitler, et l'autre qui présente au contraire qu'il a contribué au sauvetage des Juifs. La vérité, c'est que vraisemblablement, et c'est ça l'intérêt de l'ouverture des archives, on va voir que Pie XII s'est efforcé d'agir autant qu'il pouvait dans des circonstances tout à fait difficiles. Et en fait, la question va porter sur la dimension morale de l'engagement. C'est donc essayer de faire une lumière raisonnable, rationnelle, sur un fait important du XXe siècle, particulièrement parce que le Vatican, depuis Vatican II, le fameux concile des années 1960, s'est engagé dans un rapprochement avec le monde juif et le judaïsme qui est sans précédent dans sa propre histoire. L'historien des religions Jean-François Colosimo. Europe 1. À suivre dans votre journal, Sébastien Krebs, ce cri d'alarme de l'ONG WWF. La pollution au plastique est devenue incontrôlable. À tout de suite. Votre matinale info, Pierre de Villeneuve. Et la suite du journal de Sébastien Krebs avec ce chiffre, 100 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans la nature. On le retrouve dans la terre, au fond des océans et jusque dans les entrailles des crustacés. Ce plastique devenu si indispensable à nos modes de consommation menace de plus en plus notre planète et rien n'est fait pour en limiter sa production. C'est le constat alarmant et édifiant dressé dans un rapport publié ce matin par l'ONG WWF et que nous détaille Laure d'Autriche. 300 millions de tonnes de plastique sont générées chaque année, un tiers finit dans la nature et la quantité de plastique dans les océans pourrait doubler dans les 10 ans qui viennent, estiment les scientifiques. Le problème, disent les experts du WWF, c'est que le système est défaillant. Rejeter les déchets plastiques dans la nature coûte moins cher aux entreprises que de réfléchir au recyclage. Et personne n'est aujourd'hui tenu pour
responsable, explique Ludovic Frère-Escoffier au WWF. Aucun système juridique international n'existe pour inculper des entreprises ou des États pour négligence par rapport à l'environnement. Et c'est l'océan qui est aujourd'hui complètement infecté. La semaine prochaine, lors de l'Assemblée des Nations Unies qui se tiendra au Kenya, les États vont d'ailleurs discuter de la mise en place d'un traité international qui soit juridiquement contraignant avec des objectifs de recyclage du plastique que les différents pays devront atteindre. Laure d'Autriche, spécialiste environnement d'Europe 1. On en vient à présent à cette expérimentation bientôt menée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Pour la première fois, des malades de Parkinson volontaires vont tester un traitement à base de cannabis thérapeutique, déjà utilisé dans d'autres pays européens, mais toujours interdit en France, quand bien même certains patients l'utilisent déjà pour se soulager. Nathalie Chevance. Ils ont une 60aine d'années, souffrent de la maladie de Parkinson et pour se soulager, ils n'hésitent pas à se procurer du cannabis en toute illégalité, sans aucun cadre médical. Pour la première fois, une vingtaine de volontaires vont donc participer à cette étude clinique, inhaler du cannabis dans le service du professeur Blin à l'hôpital de la Timone à l'aide d'un nébulisateur. L'opération se déroulera en une seule fois, avec hospitalisation pendant 24 heures. Le but étant de mesurer le rapport entre le bénéfice et le risque d'une telle pratique thérapeutique. On veut déjà quantifier ce bénéfice à la fois sur les signes moteurs de la maladie, la marche, le tremblement, mais aussi les signes non moteurs, l'anxiété, la dépression, le comportement, la mémoire. Donc c'est ça qui va être important à déterminer. Et on sait aussi que le cannabis peut entraîner des troubles psychiques. Donc il faut absolument être sûr dans la population des patients parkinsoniens que l'utilisation du cannabis améliore certains symptômes sans en aggraver les autres. Il n'existe pas de données sérieuses et bien construites sur le sujet au niveau mondial. C'est ce que nous allons faire pour la première fois en France, ici à Marseille. Et ils sont des milliers de malades à attendre avec impatience les résultats de cette étude. Si elle est concluante, l'autorisation du cannabis médical ira sans doute très vite. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Et puis toujours dans le domaine de la santé, ce nouvel espoir considérable pour les chercheurs dans la lutte contre le virus du sida. Pour la deuxième fois seulement dans le monde, un patient a guéri. Il ne montre plus aucun signe du virus depuis 19 mois malgré l'arrêt de son traitement, et cela notamment grâce à des transplantations de moelle osseuse. Merci, c'était le journal de Sébastien Crêpe.